Retour de l'actualité, bienvenue à vous tous. On pose nos valises tout d'abord à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29 sur le climat. C'est le vice-président de la République qui conduit la délégation ivoirienne. Timoko Melie Kone prépare ce jeudi à une table ronde de présentation du portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement remarqué, sur des murs dans la ville d'Abidjan, des œuvres d'art qui tirent leur origine de la première édition du festival Graphe Ivoire. Plusieurs graffeurs à l'épreuve ont décidé d'embellir la capitale économique avec leur savoir-faire, des dessins, des couleurs, du beau, et ça plaît. Et puis l'ONG Human Rights Watch estime dans un rapport publié ce jeudi que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. Bonsoir à tous. Avant de développer toutes ces informations, sachez que le vice-président de la République est de retour en Côte d'Ivoire. Timoko Melie Kone était à Bakou, en Azerbaïdjan. Il la prépare au sommet mondial sur le climat. Le vice-président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement. Et avant de prendre son vol pour Abidjan, le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, a participé ce jeudi à une table ronde de présentation du portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire. On voit cela avec Mama Traoré. Au dernier jour de sa mission à Bakou, en Azerbaïdjan, le vice-président Timoko Melie Kone décide de rencontrer les partenaires au développement pour leur présenter officiellement le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire, un document qui compile l'ensemble des projets identifiés par le pays en vue de combattre le réchauffement climatique. Je me réjouis particulièrement de cette initiative, car elle reflète l'engagement de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son gouvernement à assurer une transition écologique réussie. Elle traduit aussi notre ambition d'accélérer la construction d'une économie décarbonée, soutenue par l'augmentation continue de la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique avec l'énergie solaire, la biomasse et l'hydroélectricité. Au total, le portefeuille de projet vert de la Côte d'Ivoire comprend 315 actions phares, dont 53 projets bancables, 134 ayant fait l'objet de notes conceptuelles et 128 idées de projets. L'enjeu de cette rencontre, organisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, est donc de susciter l'intérêt du secteur privé autour de ce portefeuille. Ces progrès sont certes importants, mais nous aspirons à aller encore plus loin, notamment sur les questions climatiques. C'est la raison pour laquelle nous appelons les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé national et international, à jouer un rôle accru dans le financement et la réalisation de notre portefeuille de projets verts qui a été présenté dans le cadre de cette table ronde. Ce portefeuille cadre bien avec nos stratégies sectorielles et vise à promouvoir un développement vert, inclusif et bénéfique aux communautés, notamment aux jeunes et aux femmes. Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la 29e conférence des parties sur les changements climatiques COP29, occasion pour la Côte d'Ivoire d'exposer et de valoriser son potentiel agricole. Et la Côte d'Ivoire a aussi exposé sur l'état de ses forêts par le truchement du ministre Laurent Gbagba, présentation qui a permis au pays d'obtenir un prêt de 100 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale en vue de reconstituer son couvert forestier. C'est ce que nous apprend Grace Kando. La préservation des forêts au cœur d'un panel de haut niveau organisé par le partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Au cours des échanges, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, a fait le point des initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour la reconstitution de son couvert forestier. La Côte d'Ivoire perdait facilement 297 à 300 000 hectares de forêt. Nous avons travaillé, nous avons sensibilisé et nous avons fait des reboisements pour que, au lieu de 300 000 hectares tous les ans, nous avons baissé jusqu'à
aujourd'hui à 26 000 hectares. Des efforts qui nécessitent des financements conséquents. C'est à juste titre qu'un accord de prêt de financement de 100 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement va être octroyé à la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes tournés vers la Côte d'Ivoire lorsqu'elle nous a exprimé le souhait pour la Banque européenne d'investissement de financer sa stratégie en faveur de la restauration des forêts et pour mettre en place, promouvoir une forêt durable. Ce qui permettra de contribuer à la restauration durable d'une partie importante de la forêt en Côte d'Ivoire. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ce projet. Nous avons travaillé durant 2 ans avec la BEI et finalement notre acharnement a payé et aujourd'hui le prêt est accordé. La Côte d'Ivoire a adopté un plan national de réhabilitation des forêts en 2019. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, il vise à accroître la superficie forestière de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares d'ici à 2030. Et quand on se projette sur l'avenir du côté de la diaspora, on a beaucoup d'espoir, surtout à la fin du forum de la diaspora ivoirienne, à l'initiative du Sénat et du ministère des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire veut mettre en place des mécanismes pour permettre aux Ivoiriens de l'extérieur de participer au développement du pays. Kader Sogodogo. Je me sens respecté par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons été gâtés par des imminences. On a affaire à des interlocuteurs mais de haute gamme. Merci pour tout. Ainsi se résume l'état d'esprit de la diaspora ivoirienne à l'issue du forum qui lui a été dédié par le Sénat et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Voici ce qui pourrait être perçu comme l'engagement ferme de Yamoussoukro après les recommandations du forum. Chers Ivoiriens de la diaspora, vos compétences, votre expérience et vos réseaux sont des atouts précieux que nous devrons valoriser et exploiter pour bâtir un avenir prospère pour tous les Ivoiriens, hommes et femmes, qu'ils soient installés ici ou hors du territoire national. Je m'engage à faire en sorte que vos recommandations et vos propositions soient portées au plus haut niveau de l'État. La diaspora ivoirienne, au sortir de ce forum, a tenu à marquer toute sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est impliqué personnellement pour la réussite de ce rendez-vous de Yamoussoukro. Et dans le développement de la Côte d'Ivoire, il faut compter sur la diaspora, mais aussi la femme sur place qui se positionne. 426 auditrices du programme de formation en leadership féminin viennent de recevoir leur attestation. L'initiative est du ministère d'État, ministère de la fonction publique, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Generosa Kouadio, Godefroy Okamoa. Elles sont au nombre de 426. Ces femmes fonctionnaires et agents de l'État, auditrices de la deuxième promotion du programme de formation 2023-2024 en leadership. Elles reçoivent leur parchemin de fin de formation. Parmi ces récipiendaires, des cadres supérieurs, intermédiaires et chefs de service de l'administration. Cette formation de pointe en leadership a éclairé nos méthodes de travail et nous a permis de comprendre qu'il nous faut quitter notre zone de confort pour être toujours en conformité avec les exigences de nos missions. Permettez-moi, Madame la ministre d'État, de saisir donc cette opportunité pour vous réitérer nos remerciements. Elles ont été formées en leadership pour leur permettre d'améliorer leur performance personnelle et professionnelle. Les thématiques que nous avons donc données aux femmes, c'est sur le leadership, le développement personnel, l'art oratoire. Il est important de former les femmes fonctionnaires avec ces outils-là à l'effet d'améliorer, encore de pouvoir donner de la force pour que notre administration soit une administration forte. Au cours de ces sessions, les participantes ont eu l'occasion d'explorer divers ouvrages stimulant la réflexion introspective, les encourageant à se libérer des mécanismes de victimisation
pour développer leur plein potentiel. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme triennal de formation 2022-2024 en management des administrations publiques. 1000 fonctionnaires et agents de l'État ont vu leurs capacités renforcées. Nous comptons poursuivre sur notre lancée, faire en sorte que nous ayons suffisamment de femmes leaders dans notre administration qui seront capables d'aider l'administration à inverser la tendance et de faire en sorte que, de façon équitable, hommes et femmes dans l'administration portent les grandes ambitions d'une administration publique performante, efficace et moderne. Les récipiendaires sont issus des institutions de la République et des départements ministériels. L'actualité, c'est aussi la présentation du projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2023. Initialement fixé à plus de 12 500 milliards de francs CFA, le budget de l'État pour 2023 a connu une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA durant son exécution. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, face aux députés, a apporté des explications. Konaté Moussa, Hervé Nbois. Initialement fixé à plus de 12 500 milliards de francs CFA, le budget de l'État pour l'année 2023 a connu une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA dans son exécution pour atteindre plus de 12 600 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget explique les raisons de cette augmentation aux députés. Le budget de l'État pour l'année 2023 a été exécuté dans un contexte socio-politique et économique marqué sur le plan international par la persistance des effets des chocs induits par la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, par l'intensification des tensions géopolitiques ainsi que par le resserrement des politiques monétaires par la plupart des banques centrales. Après les explications et des réponses aux préoccupations de la Commission des affaires économiques et financières, le projet de loi de règlement pour l'année 2023 est adopté à la majorité des membres présents. Le gouvernement, par ma voix, est particulièrement sensible au quitus que votre auguste commission vient de lui accorder quant à la gestion des crédits budgétaires qui lui ont été alloués durant l'exercice budgétaire 2023. Le gouvernement note et reste très attentif à toutes les observations et contributions qui ont été formulées par certains membres de la Commission. La semaine prochaine, les députés vont entamer les sessions d'examen du budget de l'État pour l'année 2025. Je le disais en titre, vous l'avez certainement remarqué sur des murs dans la ville d'Abidjan, des œuvres d'art qui tirent leur origine de la première édition du festival Graphivoire. Plusieurs graffeurs à l'épreuve ont décidé d'embellir la capitale économique avec leur savoir-faire, des dessins, des couleurs, du beau et ça plaît. Ange parfaite, Awa, Serge Coléa. Donner des couleurs et de la vie à chaque espace qu'ils occupent, façades, édifices et rues. Ces artistes ne passent pas inaperçus depuis quelques jours dans le district d'Abidjan. Ici, on voit que c'est une danse traditionnelle qui a été représentée, mais au lieu du kaolin sur le visage, on remplace par des couleurs vives pour attirer l'Africain à s'intéresser à sa propre couleur. Pinceau en main, ils dessinent et embellissent, comme ici, dans la commune de Cocody. Il y a plusieurs nationalités. Ils sont tous venus pour exprimer de l'art, partager leurs expériences, partager leur amour pour le street art. J'appelle ça after work. Et pour ça, vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont en train de danser, des hommes aussi accompagnés pour se déstresser. À Cocody, Trècheville, Marcory et au plateau, ils impriment leur marque. C'est intéressant, c'est joli à voir. Moi, ça me plaît en tout cas. Ça me plaît bien. Partant, j'ai vu les murs et j'ai trouvé vraiment que ces artisans sont tellement forts et ces dessins sont tellement beaux et ils sont vraiment à féliciter. Derrière ces œuvres d'art, des messages sont véhiculés. Messages inspirés des réalités sociales, des rêves et attentes de la jeunesse. C'est une manière de montrer aux gens qu'à travers le graffiti, on peut aussi sensibiliser. Parce que ce n'est pas que pour embellir un endroit. Quand on voit c'est beau, ça donne de belles couleurs. Un coup de pinceau pour contribuer à la beauté des rues abidjanaises. Quand le street art s'exprime, cela donne ces belles fresques. L'opération dénommée Festival Graphivoire va durer 2 semaines. L'idée plaît et force l'admiration.
Voilà des initiatives à encourager. On s'arrête maintenant sur cette coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique qui se renforce davantage. Une délégation américaine reçue ce jeudi par le ministre du Commerce et de l'Industrie à l'effet d'identifier des opportunités d'investissement dans des secteurs clés. Jean-Michel Quadio, Léon Bro. La Côte d'Ivoire et les États-Unis veulent renforcer leurs échanges commerciaux. À la table des discussions, la partie américaine, portée par Prosper Africa, et le ministre du Commerce. Ce cadre d'échange permettra d'identifier des opportunités d'investissement. 7 secteurs sont prioritaires, au nombre desquels les industries du bâtiment et celles de l'automobile. La Côte d'Ivoire et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations économiques et commerciales. En témoigne en fait le niveau des échanges commerciaux qui sont aujourd'hui autour de 2 milliards de dollars. Et nous avons eu l'avantage en fait de recevoir Madame Robinson, qui est la coordinatrice en charge de Prosper Africa, et à l'effet de discuter en fait des possibilités de renforcement des relations économiques et d'investissement entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, notamment dans le secteur de l'industrie, dans tout ce qui concerne l'économie numérique. Nous sommes ici pour apprendre davantage à partir des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir partager cela avec les investisseurs américains. Il y a beaucoup d'opportunités ici dans le secteur digital, des industries et d'autres secteurs. Et nous voulons que les investisseurs américains sachent que cela est possible en Côte d'Ivoire, que c'est ouvert au monde. La valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis s'évalue à environ 900 milliards de francs CFA. Investir, c'est une bonne chose, mais dans un climat de paix, c'est encore mieux. Et les autorités en sont conscientes. Elles viennent d'être félicitées par la direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies, félicitées pour leur pro-réactivité face à la menace dans la sous-région. Walter Amadou Ouattara. C'est l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau qui abrite la cérémonie de fin de mission de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme DECT du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les travaux, émaillés de visites de terrain et d'échanges, ont permis d'évaluer les différents mécanismes et outils du système ivoirien engagé contre l'insécurité dans la sous-région. Notre rapport mentionnera les bonnes pratiques développées par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le mérite d'avoir mené des actions positives pour contrer la menace terroriste, prévenir la radicalisation et adopter de nouvelles mesures juridiques. Plusieurs aspects fondamentaux de la lutte antiterroriste en Côte d'Ivoire ont été revisités. Au-delà des aspects techniques, un regard sur les questions transversales a mis en lumière la nécessité de placer au cœur de nos actions la dimension humaine fondée sur le respect des droits de l'homme et des différences. Toutes ces recommandations ne pourront être efficaces qu'à condition d'adopter une approche inclusive, car c'est surtout ensemble, dans une synergie d'action, partageant nos expériences et renforçant nos compétences, que nous pourrons surmonter les menaces qui pèsent sur nos populations. Cette mission a duré 4 jours. La dernière visite en Côte d'Ivoire de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies remonte à 2018. Jetons un coup d'œil à présent sur la 4e édition des Olympiades des métiers qui vient de s'achever au lycée technique d'Abidjan. Elle a permis de récompenser les jeunes des lycées professionnels et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Astou Soro, Godefroy Okamawa. C'est sous ces applaudissements que s'achève cette 4e édition des Olympiades des métiers, également appelée WorldSkills, une plateforme pour célébrer la passion et le savoir-faire des jeunes Ivoiriens. Durant 4 jours, 68 équipes issues d'établissements publics et privés de tout le pays ont participé à des épreuves pratiques allant des métiers industriels aux arts culinaires. L'objectif est de renforcer les compétences professionnelles des jeunes et répondre
aux besoins du marché de l'emploi. Nous avons remporté cette compétition aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour nous. C'est une joie vraiment inexplicable que nous ressentons. Je sais qu'à travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses qui vont me permettre d'avancer dans la vie, qui vont me permettre de montrer en fait aux yeux des Ivoiriens que l'électricité bâtiment n'est pas réservée seulement qu'aux hommes. Ça nous fait plaisir d'avoir ce prix. En tout cas, les épreuves étaient un peu dures, mais on a su gérer et ça paye. J'encourage les jeunes de venir à l'enseignement technique parce que l'enseignement technique peut nourrir son homme. Au travers des Olympiades, nous mettons en valeur nos métiers, nous mettons en valeur nos compétences. Aussi, nous créons un pont entre le monde industriel et nos écoles et nos apprenants. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, félicite les lauréats pour leur engagement à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire à travers leurs compétences. Pour nous, c'est vraiment de faire tous ces efforts pour que nos apprenants aient des niveaux qui respectent les standards internationaux et surtout que nos apprenants aient confiance en eux et que les formateurs aussi sachent ce que nous devons faire pour améliorer significativement la formation au niveau de l'enseignement technique, la formation au niveau de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Fort du succès de cette 4e édition des Olympiades des métiers, le ministre a exprimé son ambition de voir ses apprenants briller aux Oscars mondiaux, renforçant ainsi la place de la Côte d'Ivoire comme pôle d'excellence en formation technique et professionnelle. La RTI va promouvoir davantage le droit des enfants à travers ses productions audiovisuelles. C'est ce qui ressort de la séance de travail qu'a eu la Direction générale de la radio-diffusion-télévision ivoirienne avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Jean-Marc Adjadji. L'intérêt supérieur de l'enfant prévaut dans toutes les productions de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. Cette résolution vient de se matérialiser à travers la plaque de la Charte d'éthique, un symbole de la convention signée depuis novembre 2022 entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le groupe RTI. Sa devise, promouvoir les droits des enfants. Le renforcement des capacités et l'apport en logistique à la RTI sont entre autres les projets de l'UNICEF pour une bonne divulgation des messages. C'est vraiment pour moi un grand plaisir, avec toute mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui, de pouvoir sceller une certaine forme de partenariat que nous souhaitons être un point de départ. Le monde est en train de changer. Les enfants qui sont au cœur de notre mandat, nous nous rappelions tout à l'heure que les moins de 35 ans représentent 75% de la population. Ceux-là, jeunes et enfants, ont besoin que nous nous adaptions dans nos moyens de communiquer avec eux. Vu les 13 résolutions de cette charte d'éthique, Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, proscrit toute production pouvant porter atteinte à la dignité de l'enfant. C'est, disons, notre mission également, la RTI, de faire en sorte que, disons, toute la société adhère, disons, prenne sur elle-même la défense de ces valeurs qui constituent la mission de l'UNICEF. Donc à travers naturellement la signature de cette charte, c'est un peu un rappel, une piqûre de rappel, disons pour nous RTI, que chaque jour quand nous venons au travail, dans un coin de notre tête, devrais-je dire dans un coin de notre mission, il y a que nous devons agir pour protéger les enfants. La matérialisation de la charte d'éthique pour la promotion des droits des enfants signée par la RTI cadre avec éduquer, informer, divertir. Et notre part, c'est l'information. Dans l'actualité de ce jeudi 14 novembre, la place est faite à la lutte contre le diabète. La 27e journée mondiale porte sur le thème « Diabète et bien-être » en Afrique. 460 000 décès sont liés au diabète. En Côte d'Ivoire, 700 000 personnes sont sous traitement. L'accent est mis sur la prévention. Didier Nguessan. Maladie chronique due à l'insuffisance d'insuline dans le corps, le diabète concerne plus de 700 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ce 14 novembre, consacré à la lutte contre le diabète, les populations se font dépister. Les maladies métaboliques sont très dangereuses. Il faut d'abord chercher à se dépister. Je suis venu volontairement de moi-même ma personne pour pouvoir subir cet examen. Faire assez de sport et puis suivre les conseils des médecins. Si vous partez que pour une première fois chez le médecin qui vous dit que vous êtes atteint de telle maladie, vous devez prendre les médicaments. Mais de manière volontaire, faites assez de sport pour pouvoir éviter ces genres de maladies. Les organisations de lutte mettent l'accent sur la prévention par le sport
et une alimentation saine. Dans de nombreux cas, il est possible de retarder ou de prévenir le diabète de type 2 en adoptant et en conservant des habitudes saines, favorisant la prévention et une prise en charge efficiente de la maladie. Le diabète est responsable de 416 000 décès. Nous, associations menant au quotidien la lutte contre le diabète et les maladies métaboliques, devons donc renforcer notre engagement. Nous nous sommes engagés dans ce combat pour construire un avenir où chaque patient trouvera des soins adaptés et accessibles, où chaque personne à risque pourra bénéficier d'une prévention active. Une trentaine de centres prennent en charge les malades du diabète. Leurs médicaments sont également subventionnés dans les centres sanitaires publics. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Santé, a installé de façon harmonieuse sur l'ensemble du territoire de 38 centres de prise en charge pour rapprocher les centres de la population, renforcer les capacités de plus de 1420 médecins et infirmiers à la prise en charge correcte du diabète type 2, réduire le prix de cession du flacon d'insuline à 2280 francs CFA du public contre 3700 francs CFA dans le privé, pris gratuitement en charge 982 enfants âgés de moins de 20 ans. Plusieurs kits sanitaires ont été remis aux participants de la 27e journée mondiale de lutte contre le diabète. En politique, la commission électorale indépendante CEI a récemment annoncé la prolongation de la période d'enrôlement sur la liste électorale, répondant ainsi à une demande formulée par les principaux partis politiques dès le lancement de l'opération. Cette décision a été unanimement saluée par les acteurs politiques, bien que leur avis diverge quant à la durée additionnelle accordée. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. La commission électorale indépendante a récemment annoncé la prorogation de la période d'enrôlement sur la liste électorale, une mesure accueillie favorablement par les partis politiques. Pour nous, c'est une satisfaction et je pense que ça va nous permettre de mettre en mission tous les délégués. Accorder une période additionnelle nous profite et nous en sommes heureux. Si tous les politiques se réjouissent de cette prorogation, nombreux sont ceux qui estiment que cette période additionnelle reste insuffisante. De façon solennelle et officielle, le PPACI a demandé que l'opération de révision de la liste électorale soit étendue sur une période entre 3 et 6 mois pour permettre à la majorité des requérants de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi ne pas procéder depuis novembre, décembre, janvier, février, mars pour que le maximum d'Ivoiriens puissent être inscrits? Voilà ce qui est logique. Et le faisant, ce n'est pas une question de parti politique. Depuis le lancement de la phase d'enrôlement, les partis politiques déplorent quelques difficultés. Les premières difficultés, c'est les problèmes de carte nationale d'identité. La deuxième chose, c'est que la loi électorale préconise que chaque année, la révision puisse être faite. Et en termes d'accumulation, quand vous ne faites pas votre travail, il y a une accumulation. Donc il y a une accumulation des potentiels des personnes qui pouvaient être inscrites sur la liste qui n'ont pas pu le faire. Et vous les faites passer en un temps record. Cela crée un embouteillage. Après ça, il y a le certificat de nationalité. Nous sommes une partie du monde rural. Et vous quittez les villages pour aller à la sous-préfecture, puis aller à la région où se trouve le tribunal. C'est déjà près de 10 000, 12 000 de frais de naissance. Et on dit non, c'est gratuit. Mais il n'y a pas de transport gratuit. Souvent, les récriminations, la CEI pense que c'est contre elle. Non. C'est le menu qu'on a mis à la disposition de la CEI, là, c'est ce menu-là qu'elle exploite. Mais on aurait pu faire mieux si la vision est conforme à la modernisation du fichier électoral. Au-delà de ces défis à relever, cette rallonge offre l'occasion aux partis politiques de renforcer la mobilisation sur le terrain en vue de ratisser large. Aux jeunes, c'est l'opportunité pour eux de s'inscrire sur la liste électorale pour que le moment venu, ils soient parmi ceux qui vont décider de celui qui va présider à leur destinée. Les élections en Côte d'Ivoire doivent être transparentes, justes, mais surtout inclusives. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. C'est la seule façon de participer au choix de ses dirigeants et de voir son dirigeant prendre le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt de la population. Après la phase d'enrôlement sur la liste électorale qui s'achève le dimanche 17 novembre prochain, la CEI va procéder au traitement des données recueillies.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, le président de la Fédération de football sud-africaine, SAFA, et ex-président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2010, Danny Jordan, est poursuivi pour fraude après avoir été arrêté, a annoncé la police sud-africaine. Danny Jordan a été arrêté pour des allégations de fraude et de vol d'un montant de 1,3 million de rand, 44 millions de francs CFA, indique le communiqué de la police. Âgé de 73 ans, il est accusé d'avoir engagé une société de sécurité privée pour sa propre protection et une entreprise de relations publiques sans l'autorisation du conseil d'administration de la fédération. Et puis, l'ONG Human Rights Watch estime dans un rapport publié ce jeudi que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. L'ONG évoque également un nettoyage ethnique en se basant sur un ensemble de témoignages de Gazaouis, d'images satellites et de données publiques. Israël a rejeté ce jeudi soir les conclusions de l'organisation. Très belle nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.